Bonsoir à tous et à toutes. Et d'être là à cette séance déjà estivale de l'Œil Pense en mois d'avril avec ce beau temps, ce beau soleil. On est très heureux de vous avoir aussi nombreux pour cet Œil Pense un peu exceptionnel, assez exceptionnel on va dire, en présence de l'artiste, de Javier Silva Meynel et de l'exposition à la maison qui s'est ouverte hier avec beaucoup de monde et beaucoup de joie et beaucoup d'expectations autour de cette expo. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas une expo d'artistes péruviens à la maison. Donc mon petit cœur péruvien bat aussi de joie. Et en plus de cette taille et de cette mesure. Avant tout, je voulais parler un petit peu de l'Œil Pense parce que c'est vrai que plusieurs personnes ne savent pas exactement de quoi il s'agit. L'Œil Pense, c'est des rencontres proposées depuis presque 10 ans par la Maison de l'Amérique latine et l'IUSA, qui est l'École internationale des métiers de l'art et de la culture à Paris, dont je suis responsable du département Amérique latine. Et de la part de la Maison de l'Amérique latine, nous avons Anne Husson, la directrice culturelle, ancienne directrice culturelle de la maison, mais encore très présente. Et entre les deux, nous avons formé ce projet. Et notre projet et notre rêve, à toutes les deux, était de donner un éclairage sur l'actualité de la scène artistique latino-américaine en France, en mettant en valeur leurs protagonistes qui sont très divers. Ce soir, nous sommes très fiers et très honorés d'accueillir pour cette nouvelle rencontre, à l'occasion de la grande rétrospective de la Maison d'Amérique latine, cette rencontre intitulée « Photographier le revers du monde » avec en présence du photographe Javier Silva Meynel, Marisa Sanabria, galeriste de la galerie Unique, sa galeriste à Paris, et Alejandro León Canoc, le commissaire de l'exposition. Nous voulons remercier très chaleureusement Javier Silva Meynel d'être parmi nous ce soir, ainsi que la galerie Unique, l'ambassade du Pérou, qui a rendu possible cette belle rencontre de l'Œil Pense. Et toujours l'IUSA et bien sûr la Maison d'Amérique latine. Cette rencontre se donne dans le cadre de cette rétrospective de Javier Silva Meynel qui s'appelle Umbrales, une poétique de l'image. Umbrales, en français, veut dire seuil. Et c'est un mot qui est très important pour comprendre l'œuvre de Javier Silva Meynel, qui envisage la photographie comme un espace de passage, un lieu de transition vers une autre manière de voir le monde. Né à Lima en 1949, Javier Silva Meynel est l'une des figures majeures de la photographie latino-américaine. Depuis les années 70, son travail dialogue avec celui des grands photographes de sa génération, tels Graciela Iturbide ou Paz Errázuriz. Tout au long de sa vie, il a photographié les personnes, les animaux et les paysages du Pérou avec une attention profonde à leur présence, à leur dignité et à leur mystère. Quand vous visiterez l'expo, vous vous rendrez compte de tout ça. Ces photos, comme vous pourrez le ressentir, nous invitent à cet espace qu'on peut dire intime de la présence. Paysages, animaux, personnages sont traités par l'artiste avec la délicatesse qui vient de son travail d'approche auprès de ce qu'il photographie. On ne ressent pas devant une de ces photographies le regard qui vient prendre quelque chose de la vie, mais qui se donne, qui se partage. Ainsi, nous, les regardeurs, ne sommes pas des consommateurs de l'image, mais assistants à ce partage, dans ce seuil qu'il a créé par ces photos entre deux formes de voir le monde. Celle peut-être plus péruvienne, avec notre magnifique passé précolombien et nos racines profondes. Pour échanger autour de cette œuvre, Javier Silva Meynel sera accompagné ce soir par Alejandro, que j'ai déjà mentionné, qui est commissaire, et Marisa, la galeriste. Nous vous souhaitons une très belle rencontre et un moment riche de regards croisés, de réflexion et de dialogue. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. C'est pour nous de la Galerie Unique. On remercie énormément à la Maison de l'Amérique latine pour avoir accueilli cette exposition qu'on a travaillé très durement avec tous ici à la Maison de l'Amérique latine. Et aussi, je veux remercier spécialement l'ambassade du Pérou en France,
l'ISA pour avoir créé l'OIPONS, et aussi bien sûr à Javier qui est présente. Te agradecemos mucho. Je suis accompagnée du commissaire de l'exposition Alejandro León Canoc. Alejandro, il est né en 1980 à Lima. Il est commissaire d'exposition, chercheur, professeur et artiste visuel. Il est titulaire d'un doctorat en recherche et création à l'École nationale supérieure de photographie de Arles et de l'Université d'Aix-en-Marseille. Il est également titulaire d'une maîtrise en photographie contemporaine latino-américaine du Centre de l'image du Pérou et d'une maîtrise en philosophie de l'Université pontificale catholique du Pérou. En 2024, il était le commissaire du pavillon du Pérou à la Biennale d'art de Venise et en 2025, il était lauréat de la 7e édition du programme de soutien à la recherche de l'Institut pour la photographie de Lille avec un projet sur les rapports entre la photographie et l'extractivisme. Il est actuellement professeur et chercheur au département des arts de l'Université d'Aix-Marseille et directeur de la Fondation Manuel Rivera Ortiz pour la photographie et les films documentaires. Donc, je voulais, justement, c'est pour cette CV qu'on a invité Alejandro à collaborer avec nous pour faire le commissariat de cette magnifique exposition. Donc, je voulais commencer justement par la première question, Alejandro, et directement. De ce mot umbrales, on a eu beaucoup de recherches sur les titres. Et justement, tu as réussi clairement à nous convaincre facilement de ce mot umbrales qui signifie seuil. Et donc, comment c'est devenu ce titre? Et si tu peux nous expliquer un peu la relation du seuil, du passage avec la photographie de Javier. Bon, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. D'abord, je vais prendre quelques secondes pour remercier aussi à Javier. Muchas gracias, Javier. Merci beaucoup. Et ça a été un honneur avoir été le commissaire de cette exposition magnifique ici à la Maison de l'Amérique latine. Je remercie aussi à Mathias et Marissa de la Galerie Unique de m'avoir invité à faire partie de ces beaux projets intenses, mais très réussis. Je suis très content. Et bien sûr à Anne, Dolores, André, à toute l'équipe de la Maison de l'Amérique latine, à Philippe et Serge qui ont fait un magnifique catalogue aussi que vous pouvez voir ici à l'entrée, et à Grecia pour nous inviter aujourd'hui à participer à cette table ronde l'OIPONS. C'est un titre magnifique que j'adore et qui me fait penser à ma thèse de doctorat qui était précisément sur les rapports entre image, regard et pensée. Donc voilà, je suis très content d'être là. Et peut-être pour aborder rapidement la question du titre Umbrales, je peux vous raconter rapidement comment j'envisage le travail du commissaire d'exposition, parce qu'il y a différentes façons d'être un commissaire, il n'y a pas une seule manière de faire, une seule méthode. Et moi, je ne suis pas historien de l'art, je ne viens pas du monde de la muséographie ou des musées. Moi, je suis philosophe, comme Marissa a dit dans la biographie, et artiste. Et donc, ce qui m'intéresse dans le travail du commissariat, c'est trouver dans le travail de l'artiste, dans ce cas de Javier avec qui je travaille, et la dimension pensive, précisément, de son travail. Je ne suis pas principalement intéressé à la chronologie, à l'évolution dans le temps, à la catégorisation, etc., qui sont peut-être des cadres théoriques plus précis de l'histoire de l'art. Je m'intéresse à ce que je trouve dans ces images qui font penser, qui invitent à penser, etc. Non? Donc, quand Marissa et Mathias m'ont invité à faire partie du projet, la première chose pour moi, c'était de regarder les images. Je connaissais déjà, bien sûr, le travail de Javier, mais je me suis plongé dans l'univers des images, dans les images qui étaient disponibles, et pour essayer de saisir quelque chose qui, pour moi, pouvait constituer cet élément central, cette notion, cette idée principale que j'ai ressentie, qui me faisait penser dans l'expérience de ces images. Non? Et la question du seuil, de l'umbral, est arrivée à un moment de ce processus parce que je pensais un peu à l'histoire de la photographie, je pensais un peu à la façon dont on fait l'expérience des images habituellement.
Et pour faire simple, il y a cette distinction traditionnelle qui a été faite par John Sarkowski, un grand commissaire de photographie, ou directeur de photographie au Musée d'art moderne de New York, dans une exposition en 1978 qui s'appelait Mirrors and Windows, nos fenêtres et miroirs. Et il fait essentiellement une distinction, je simplifie bien sûr, entre deux types de photographes. Les photographes qui utilisent l'image comme une fenêtre ouverte vers le monde, c'est-à-dire une image qui nous invite à voir la réalité. Et là, on peut placer la tradition documentaire, plus classique, le photojournalisme, etc., pour simplifier. Et d'un autre côté, il y a les photographes qui utilisent plutôt la photographie comme un moyen, un vecteur d'expression personnelle, non? La photographie comme une surface de projection du monde intérieur du photographe, du désir, de l'inconscient, de l'imagination du photographe, etc. Et je me disais en regardant les images de Javier qu'il y avait quelque chose qui était entre deux dans son travail, qu'il y avait une dimension de fenêtre, c'est-à-dire il nous invite à voyager en Amazonie, au Pérou, à la montagne des Andes, regarder des rituels, regarder des fêtes, des célébrations, voir un peu de façon de faire monde, de composer le monde différentes. Donc il y a bien sûr une invitation à voyager à travers ces images, avec lui qui est un grand voyageur aussi, vers ces autres réalités, vers ces autres mondes. En même temps, il y a aussi un regard très singulier, et ça est bien sûr lié à la tradition moderniste aussi de la photographie de laquelle Javier est un héritier, le modernisme américain, où la vision photographique est essentielle, le regard photographique, la façon de composer, de travailler la lumière, de travailler les contrastes, de travailler les formes. Mais quand même, il y avait quelque chose pour moi, pour fermer un peu cette première réponse d'introduction, il y avait quelque chose qui était, comme je disais, entre deux, un espace intermédiaire, un espace indéterminé. Ce n'était pas des images clairement expressives ni clairement documentaires, c'était des images qui nous plaçaient dans un espace que j'aime beaucoup, d'indétermination, parce que c'est dans l'indétermination que la pensée peut émerger, ou que l'œil peut commencer à penser. Non? Et là, en réfléchissant, on a discuté beaucoup avec Mathias et Marisa, quel pouvait être un terme, une notion qui synthétisait de façon puissante pour le public, etc., cette expérience intermédiaire. Et bon, voilà, on est arrivé à l'idée du seuil ou des umbrales, non? Et que c'est précisément ce passage vers un autre lieu, un espace de transition, si vous voulez. Non? Donc ça, c'est un peu le point de départ de l'idée commissariale qui a produit l'exposition qu'on voit dans les sous-sols aujourd'hui. Merci. Et donc, je crois que dans l'exposition, justement, tu as une partie qui s'est consacrée seulement à ce passage. Et donc, comment on l'a fait aussi, comment tu as catalogué l'exposition, je voudrais que tu parles un peu de comment tu as développé tous ces commissariats, espace par espace, parce que bien sûr, on n'a pas, il y a des super textes aussi que vous allez pouvoir lire dans l'exposition, mais il n'est pas tous les espaces se voit la caractéristique de chacun, mais je voudrais que tu puisses développer un peu plus pour que les gens sachent. Disons qu'il y avait deux réflexions qui se sont passées plus ou moins au même moment. C'est-à-dire, c'est la façon dont je travaille. Quand je pense une exposition, bien sûr, il faut se plonger dans l'œuvre de l'artiste, mais il faut penser l'espace qui va accueillir l'exposition. Non? Et je connaissais l'espace d'exposition de la Maison de l'Amérique latine, qui de certaine manière, elle est assez singulier parce qu'on rentre dans cette magnifique hall d'entrée, très lumineux, avec une grande salle d'exposition. Et après, on a cette descente vers les sous-sols qui se déroule soit à droite, soit à gauche. Donc, il y a une espèce de chemin qui se bifurque, qui nous donne deux possibilités d'entrée. Et quand on descend au sous-sol, il y a une espèce de petite labyrinthe, non? Parce qu'on peut aller à droite, il y a une petite salle, on peut aller à gauche, on peut prendre les couloirs de droite ou les couloirs de gauche, rentrer dans une petite salle ou aller à la dernière salle au fond. Donc, il y avait pour moi deux mouvements. C'était comprendre comment je pouvais mettre dans l'espace le travail de Javier,
et pour essayer de transmettre cette idée du seuil ou d'umbral dans la mise en place, dans la narration, dans les scénographies qu'on a travaillé en détail avec Marisa. Et il y avait la question de comment jouer, comment faire ça dans cet espace en particulier. Non? Et donc la première idée qui nous est venue, c'était jouer avec les passages de la journée à la nuit, de la lumière à l'ombre, parce qu'on rentre dans la Maison de l'Amérique latine, dans la grande salle d'exposition qui est très éclairée, et après on descend, non? Un peu comme si on descend dans l'enfer ou dans une cave, comme Dante de certaines manières. Et dans le travail de Javier, vous l'avez vu, c'est un travail en noir et blanc, en argentique. Il y a une maîtrise technique et esthétique très, très profonde, très poussée du noir et blanc, du gris, du système des zones que les modernistes précisément travaillaient. Et donc, il y a cette relation entre la lumière et l'ombre de manière très, très présente. Il y a une présence très forte de l'ombre. Il y a certaines images où on voit des personnages qui émergent du profondeur. Et donc ça, c'était la première idée et qui était on va dire, c'était une première façon de donner un corps ou d'espatialiser l'idée du seuil. Non, ces mouvements, ces passages, ces seuils entre la journée et la nuit, entre la lumière et l'ombre, et qui s'adaptaient de certaine façon à la structure de la galerie de la Maison de l'Amérique latine. Et après, pour finir la question, la réponse, j'ai commencé à travailler avec son archive, comme je disais avant, pas d'un point de vue chronologique, ni en essayant de trouver des séries ou des projets, mais en faisant des associations en fonction de certaines thématiques que j'ai trouvées qui émergeaient dans son travail et qui étaient comme ce que j'appelle des déclinaisons de l'idée du seuil. Et donc, il y a par exemple dans une salle où on voit des images où il y a les rapports entre l'humain et l'animal. Donc, ça produit aussi une sorte d'interrogation sur cette dimension animale de l'être humain, sur les rapports qu'on a à la nature, sur une façon complètement différente en Amazonie, par exemple, d'être en contact avec l'animalité du monde. Non? Donc ça, je commençais à faire une association d'images qui nous racontait un peu cette histoire. Non? Après, Javier, il a beaucoup voyagé à Cusco, aux célébrations traditionnelles de la montagne au Pérou, des Andes, et il y a là, comme dans tout le monde, des fêtes, des carnavals où les personnages adoptent des rôles, adoptent des identités qui sont précises de cette célébration à travers des déguisements, à travers des masques, non? Et les masques, c'est clairement un élément de transition, de transformation subjective. Non? La masque ou le carnaval, c'est un moment où le monde s'inverse, où on traverse un peu comme les titres de la conversation aujourd'hui vers les revers du monde. Et ça nous permet d'être peut-être plus nous-mêmes que d'habitude, ou de nous perdre derrière la masque. Non? Donc ça constituait pour moi aussi un autre sujet très important dans le travail de Javier pour montrer cette idée de transition, de passage. Non? Et comme ça, il y a 5 ou 6 thématiques qui apparaissent dans toute l'exposition qui vont décliner cette question. Et la dernière, c'est la question, peut-être tu as la dernière image, ce sont les passages. Non? Moi, j'ai dit, et là je joue un peu avec les mots, j'ai dit, Javier, il ne fait pas des paysages, mais il fait des passages, non? Quand il photographie la nature. Et des images comme celle-là qui nous invitent clairement à aller au-delà de l'image. Donc voilà, ça c'est un peu la logique qu'on a suivi pour faire les choix commissariales. Merci. On veut vous montrer, avant de continuer, un peu pour approfondir dans la vidéo qu'on a produite en bas, que c'est un moment vraiment pour connaître Javier à Lima. On l'a tourné en février dernier et c'est pour ça qu'on voulait vous montrer ça. Le travail qui s'était fait en février dernier, comme vous voyez, Marco Garro, c'est aussi un artiste photographe. Lui, il a pu capter les tons que Javier utilise.
représente très bien dans la vidéo son travail et sa personnalité. Donc justement, en parlant beaucoup de la transcendance de la réalité, je voulais justement demander si cette transcendance, Javier aussi l'a beaucoup dit, c'est cette influence, l'utilisation de la toile comme transcende la réalité, et c'est l'influence de Chambi un peu qui l'a aidé. Et si tu peux nous raconter un peu plus. Bon, ça c'est en effet une question importante dans le travail de Javier. C'est une grande question parce que c'est finalement une question philosophique, non? Parce qu'on pourrait même se demander qu'est-ce que c'est la réalité quand on utilise le terme transcender la réalité ou aller au-delà de la réalité, de quelle réalité on parle, non? Parce que pour nous, entre guillemets, nous, les Occidentaux, on a une conception de la réalité qui est héritier de la modernité, des Lumières, de la rationalité scientifique ou technoscientifique, qui nous fait penser que la réalité, ce sont les faits, sont les états des choses, c'est ce qu'on peut démontrer à travers la science, comme on l'a fait les derniers siècles. Et c'est que Philippe Descola, l'anthropologue, appelle une vision naturaliste de la réalité, non? Mais on sait très bien déjà, depuis les surréalistes, Dali, Breton, etc., qu'il y a d'autres façons d'établir des relations avec la réalité ou d'autres dimensions de la réalité. Même Freud, en développant le concept d'inconscient, nous amène à penser d'autres manières les rapports à ce qu'on appelle la réalité. Et je pense que tous ces éléments, peut-être de façon intuitive, peut-être de façon inconsciente, précisément, sont présents dans le travail de Javier, dans ces images, dans la façon dont il s'approche aux personnages qu'il va photographier, dans les portraits, dans la façon où il va agencer les espaces dans la relation avec les personnes qu'il rencontre dans les chemins, dans les voyages, pour construire avec eux des scénarios, des relations, des rapports pour faire ces portraits. Et il y a de façon intuitive donc cette conscience d'une complexité du réel qui va précisément au-delà de cette vision un peu réductionniste du rationalisme moderne occidental, non? Il dit dans les vidéos que vous avez vues, c'est pas la réalité en elle-même qui l'intéresse, mais quelque chose qui nous invite ou nous permet d'aller un peu au-delà, à une essence, si on peut l'appeler comme ça, non? Et est-ce que c'est un travail surréaliste? Peut-être, ça dépend de comment on veut voir les choses. Est-ce que c'est un travail qui a des éléments un peu magiques? Peut-être. Est-ce que c'est un travail animiste aussi? Parce que quand Javier parle dans la vidéo, et c'est une partie de mes préférées dans la vidéo, très intéressante, quand il raconte son expérience avec, dans les festivités, les gens qui utilisent les masques, il nous raconte, non, les personnages, ils se croient à l'araignée. Non? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils se croient à l'araignée? Dans une perspective qui appartient à une culture animiste et pas à une culture naturaliste. Non? C'est croire l'araignée, ça ne veut pas dire fictionner, ça ne veut pas dire être dans une situation irréelle en rapport à son identité. Ça veut dire vraiment incarner l'araignée. Comme nous, je dis nous encore une fois entre guillemets, les Occidentaux, quand on dit qu'on croit en Dieu, par exemple, pour ceux qui sont croyants, religieux, la croyance, c'est une certitude. Ce n'est pas une fiction ou une chose fausse. Non? Donc, c'est un travail, le travail de Javier, qui va rassembler un peu toutes ces multiplicités d'approches à une conception de la réalité qui ne se réduit pas à ce qu'on voit. Et lui, avec différentes, on va dire, méthodologies, ou je ne sais pas comment les appeler, stratégies, gestes peut-être photographiques, soit le travail du noir et blanc, soit le travail du portrait, les regards, les rapports avec les personnages, et inclut, et c'est ça la chose que moi, ça c'est la plus émouvante de son travail,
il y a toujours quelque chose dans ces images qui n'est pas, si je peux dire ça, à la bonne place. C'est-à-dire, il y a quelque chose un peu décalé, un peu fracturé, il y a quelque chose qui déstabilise une image, une situation qui apparemment elle est équilibrée, mais en réalité non. Il y a quelque chose qui est en train de tomber, mais qui ne tombe pas complètement. Et c'est dans cet espace, si vous voulez, si on revient à Roland Barthes et à la chambre éclair, si on parlait du punctum de l'image, il y a toujours un punctum dans les images de Javier qui nous fait tomber un peu, mais pas complètement. Et c'est dans cet espace que les surréels ou les magiques ou la dimension animiste, comme la toile, ça apparaît dans l'image. Parce que j'avais cherché surtout cette image que c'était de Chambi et qui justement, pas dans cette vidéo, mais dans des autres moments, Javier explique qu'il utilise cette toile que Javier aussi il utilise dans la toile peinte ou les toiles blanches ou les toiles noires, où il y a l'importance de cette image, c'est le personnage caché. Donc c'est ça qui aussi, je crois que il l'implique à lui, pas seulement dans cette photo, mais qui l'amène à lui à chercher derrière toutes les toiles. Oui. Moi, je me souviens toujours quand j'étais à l'université et je lisais un peu les philosophes, les grands philosophes. Et Martin Heidegger, il disait une chose qui m'a beaucoup marqué dans mon travail en général, c'est que généralement, on ne pense pas. Les êtres humains, on est dans des raisonnements, dans des réflexions un peu instrumentelles, utilitaires, et qu'il y a certaines personnes, dans certaines occasions dans la vie, qui pensent, et que déjà avoir une idée dans la vie, une pensée, c'est beaucoup. Et je pense que dans le travail de Javier, il y a au moins une pensée, une idée essentielle. Et c'est précisément lié à cette photographie, ou cette idée a émergé en lui dans la rencontre avec cette photographie et dans une exposition de Martin Chambi à la Fotogaleria Sequencia à Lima dans l'année 1978, si je ne me trompe pas. Et c'était une sorte d'épiphanie, précisément, où Javier s'est confronté à une image qui, de certaine manière, l'a montré les chemins pour après aller vers cette autre dimension du réel dans son propre travail. Non? Et c'est une chose qui peut être une erreur, entre guillemets, parce que c'est une photographie de Martin Chambi et que dans le tirage final, cette partie de la photo devait être coupée, précisément pour enlever son assistant qui était en train de tenir les structures de la toile. Mais quand Javier a vu ces personnages, selon il nous a raconté, il a compris que quelque chose s'est passé dans la photographie. Ou plusieurs choses. Il a compris d'abord que la photographie, c'était une construction, que la photographie, c'était un artifice. Et encore une fois, que tout regard sur la réalité, que toute perspective sur le monde, que tout cadrage de la réalité, c'était une manière de travailler le monde, de faire monde. Mais il a compris aussi avec cette image qu'il y a quelque chose derrière l'image, qu'il y a toujours un fond qu'on ne peut pas atteindre peut-être, non? Qu'il y a une sorte d'indétermination, comme je disais avant, un énigme ou un mystère dans toute l'image, que c'est finalement propre au langage visuel, que c'est polysémique, à la différence du langage verbal ou discursif qui a généralement une signification fermée. Si je dis, je ne sais pas, le ciel est bleu, tout le monde comprend le ciel en couleur particulière, que c'est le bleu. Mais si je vous montre cette image, chacune a une interprétation peut-être différente, malgré le fait que tout le monde regarde la même image. Non? Et cette polysémie, cette ouverture, cette indétermination est liée à la nature même de l'image. Et Javier, il a compris cette profondeur en regardant ces personnages. Et pour moi, pour finir l'idée, ça lui donne à son travail une dimension. Peut-être que je me trompe, mais je pense que dans l'histoire critique de son travail, les textes qui ont été écrits, les réflexions qui ont été menées sur son œuvre, n'a pas été très accentué, que c'est la dimension conceptuelle. Non, il a été plus placé comme un photographe voyageur, il a été parfois mal placé, je dirais, dans une vision anthropologique ou ethnographique de la photographie. Et moi, je trouve que dans son travail, il a une dimension conceptuelle très importante.
Et si on pense qu'il a commencé à faire de la photographie dans les années 70, que c'est un moment du conceptualisme très important, même si l'héritage qu'il a eu, c'est les photographies modernistes américaines, Aaron Siskin, Minor White, etc., je trouve que l'utilisation des toiles qu'elle fait, peut-être tu peux mettre Marisa la prochaine, c'est pas une décoration, c'est pas de la théâtralisation, c'est pas un élément anecdotique, c'est précisément un geste qui montre une haute conscience sur la dimension basique du langage photographique, de l'écriture photographique. Non? Donc je dirais dans ce sens-là que son travail, c'est un travail même métaphotographique. Non? C'est-à-dire chaque image est une réflexion sur ce que ça veut dire faire image, cadrer, encadrer la réalité, non? Encadrer la réalité, pardon. Et justement sur cette image, il y a quelque chose d'important qui sort aussi dans la vidéo, que c'est ce qu'il dit Javier, que c'est le respect vers l'autrui. Et donc, justement, aussi, on pourrait dire que cette image, bien sûr, le personnage il rit. Le rire, c'est un instant. Mais pour construire cette image, il y a, comme on le dit Javier, un ton pour passer du respect vers l'autrui. Donc, dans les livres, dans les derniers paragraphes, tu parles de ce mot qui, moi, ça m'a marqué beaucoup, c'est de l'extractivisme visuel. Donc, je voudrais que tu précises les termes de cet terme et que on parle aussi du respect vers l'autrui, que Javier, le temps qu'il passe justement. Bon, ça, c'est un sujet important, pas seulement dans la photographie, mais dans les arts visuels ou dans la création artistique en général aujourd'hui. Dans le cas de la photographie, on sait bien qu'il y a eu, les dernières 20 ou 30 ans, des critiques assez importantes. Et on connaît très bien les livres de Susan Sontag devant la souffrance des autres, ou les critiques d'Alain Sekula, de Victor Bourguin, etc., sur une sorte de tradition documentaire, une sorte de photojournalisme qui tout au long du XXe siècle a développé une pratique photographique qu'on pourrait appeler d'extractiviste d'une certaine manière, dans le sens que a servi à esthétiser ou à politiser seulement de manière instrumentale la pauvreté, et la souffrance ou l'autre en général. Non? Et donc on connaît bien, je ne veux pas aller si loin dans la réflexion, mais de certaine manière l'image du photographe globe-trotter, un peu voyageur, qui voyage depuis l'Europe dans tout le monde pour photographier ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe en Amérique latine, et généralement des problèmes d'exil, d'immigration, de pauvreté, des désastres écologiques, des tremblements de terre, etc., pour ramener des photographies après au centre, aux pays qui sont les centres du pouvoir hégémonique en Europe. Ça a été lu et ça a été beaucoup critiqué comme une forme d'extractivisme visuel, où les gens sont utilisés seulement comme des décorations pour l'information qui va être lue et discutée dans d'autres contextes, mais que finalement la réalité va continuer à être la même. Non? Et c'est un peu l'image aussi du photographe comme chasseur. Et les analogies qui existent tout au long de l'histoire depuis le 19e siècle entre les photographes avec l'appareil photo, l'objectif, les déclencheurs, tirés avec la photographie, c'est très très proche à ce qui se passe avec la figure du chasseur qui venait avec des trophées. Bon, il y a toute cette réflexion très importante dans l'histoire de la photographie. Il y a un théoricien aujourd'hui très, très intéressant, Ariela Zoulay, qui travaille beaucoup sur cette relation entre la photographie et le colonialisme et l'esthétisation de l'autre. Donc, il y a une question dans le travail de Javier qui se pose, c'est comment lui, il établit cette relation avec l'autre, non? Comment il échappe de certaine manière, si on peut dire ça, en étant un photographe voyageur, en ayant vers l'autre, vers d'autres cultures à laquelle il n'appartient pas per se, on va dire, comment il échappe à cette objectivation, cette réduction de l'autre à un sujet seulement de représentation. Et je crois que la clé, c'est peut-être la temporalité, non, c'est le temps. C'est l'intérêt d'être avec les gens qu'il photographie et de partager avec lui, d'être avec eux, d'être à l'écoute et
Et ce n'est pas un intérêt personnel, on va dire, en tant que photojournaliste pour faire l'image d'un événement et la ramener à un journal ou pour gagner un prix. C'est simplement l'intérêt personnel d'utiliser la photographie comme un pont, comme un médium, comme un chemin pour se connecter à l'autre. Donc je dirais, après peut-être on pourra parler avec Javier tranquillement après la conversation ici, mais je pense que ce qui est important pour lui, ce n'est pas l'image en elle-même, ou faire une œuvre d'art avec l'image, ou même pas vendre l'image dans une main, sinon c'est comment la photographie fonctionne comme un outil qui lui permet de tisser des liens. Et là, je ne sais pas si dans les textes, finalement, je l'inclus, peut-être oui, mais là, j'essaie de construire, d'un point de vue théorique, la figure de ce que j'appelle les photographes tisserands, non? Pour s'opposer à l'idée de photographe chasseur qui vole une image. On connaît très bien l'idée des images volées. Et les photographes comme tisserands, ça serait ces photographes, ou cette interprétation de la photographie, et pour moi, c'est le travail de Javier Clermont-Sá, où l'image constitue un lien. Donc il faut imaginer que chaque image a un fil invisible. Non? C'est un lien entre aujourd'hui et le passé, c'est un lien entre nous et les autres, c'est un lien entre les photographes et les photographiés, mais aussi c'est un lien entre la photographie et le public, entre les photographiés et le public, entre les photographiés, le public et l'histoire de chaque personne. Donc redéfinir la photographie comme un espace où on tisse des trames pour produire des toiles, des collectivités ou des communautés, d'un faire ensemble. Non? Mais pour faire ça, il faut passer du temps, parce que l'art du tissage implique du temps. Et donc les photographes, comme Javier faisait, s'installent, connaissent les gens, parlent avec les gens. Et quand la situation commence à être naturelle, tout le monde est à l'aise, il fait partie, parce qu'en plus il a voyagé tellement et rencontré tellement des gens qu'il a été invité à faire partie des festivités, etc. Et donc l'image émerge. Donc l'image, elle n'est pas volée. L'image, elle est constituée dans cet acte collectif. Non? Et pour moi, et là je finis la réponse, quand on regarde les portraits, on voit que les gens sont complètement à l'aise, que les gens sont parfois en train de rigoler, de sourire, mais parfois il y a des images qui sont très sérieuses. Mais on voit dans les regards une complicité. On voit que la personne est en train de s'adonner à l'image parce qu'il y a l'espace d'accueil, il y a l'espace de confiance pour rentrer. Ce n'est pas les personnes figées comme dans les portraits anthropométriques du 19e siècle. C'est des gens qui se montrent à l'image parce que l'image est devenue un espace d'accueil. Et donc là, je pense qu'il y a une éthique du regard qui s'oppose précisément au regard extractiviste dont tu parlais avant. D'accord. Et justement, dans cette idée de lien, pour moi, ça c'est un avis très personnel. Et pour moi, il y a des autres moments où on a parlé beaucoup de la cosmovision andine et amazonienne, parce que il y a, je pense, les photos de Javier, il arrive ou il fait ces photos seulement au Pérou, parce que sans le vouloir ou sans aller plus profondément de ça, il rentre dans cette idée de cosmovision andine et amazonienne. Donc, est-ce que tu partages un peu ça et tu connais un peu sur la cosmovision andine et amazonienne? Non, là, ce n'est pas du tout mon sujet. C'est-à-dire, je ne me permets pas de parler d'un point de vue intérieur, anthropologique ou même personnel. Mais je trouve que là, il y a une chose importante parce qu'aujourd'hui, ça se pose beaucoup la question de qui a les droits d'aller photographier à l'autre. Non? C'est la question centrale de la critique décoloniale dans la politique, dans l'art, etc. Non? Et la question qui se pose là, qui est intéressante pour moi, c'est où est-ce qu'on place la frontière pour dire qui est l'autre et qui sommes nous, si je peux dire ça. Non? Et par exemple, si on parlait simplement, Javier a photographié toute sa vie au Pérou. C'est un territoire énorme, varié, avec plein de cultures, pré-colonisation, post-colonisation, avec différentes vagues migratoires, des Africains, des Chinois, etc., etc. On a la côte, on a les Andes, on a l'Amazonie,
on a différentes langues, on a une richesse culturelle, multiculturelle, comme on dit, énorme. Si on habite à Lima, est-ce qu'on peut aller photographier en Amazonie? Si on dit « je suis péruvien », ils sont péruviens, bon, peut-être oui. Mais est-ce qu'on peut aller photographier en Amazonie brésilienne? On n'est pas brésilien. Non. Donc je pense que là, la question des limites, de qu'est-ce qui nous appartient ou ne nous appartient pas, quand on est légitime et quand on ne légitime pas, c'est une question de relativité du point de vue. Mais finalement, au-delà de tous ces frontières qu'on sait que sont des constructions historiques, qui sont des résultats des partages, des guerres, etc., et il y a une question qui va au-delà, que je ne veux pas tomber dans un humanisme un peu d'une autre époque, mais il y a quelque chose qui est la rencontre humaine, qui est les regards, qui est la parole. Et c'est une question qui se pose aujourd'hui beaucoup dans le monde de la photographie, quand on parle de qu'est-ce que c'est la photographie française, qu'est-ce que c'est la photographie latino-américaine. Et est-ce qu'il y a des photographes, par exemple, qui sont américaines ou anglais, qui ont passé 20 ans au Pérou ou 30 ans au Pérou et qui connaissent beaucoup plus le Pérou que moi, par exemple, non? Et donc, est-ce que moi, j'ai plus de droits de parler de mon pays parce que je suis simplement avec la nationalité? Bon, bref, je pense que ce qui a été très éthique, très légitime et très authentique dans le travail de Javier, c'est ce désir de faire partie même des façons de faire monde auxquelles il n'appartenait pas parce qu'il venait d'une autre ville, tu vois. Et cette faire partie se faisait avec beaucoup de curiosité, de douceur, pas du tout ces regards extérieurs un peu anthropologiques. Allez, je vais étudier un peu comment sont les fêtes à la montagne pour après, Oui, non, tu vois. oui, c'est pas... Mais oui, et je finis là. Et toute cette question de l'umbral ou du seuil, qui est le titre de l'exposition, est clairement liée à des visions du monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, soit amazoniens ou andines, parce qu'il y a aussi à l'intérieur plusieurs. Mais je me permets de revenir à Philippe Descola et à la classification anthropologique qu'il fait de l'animisme, non? Que sont des cultures où effectivement il y a une continuité entre les différents êtres qui peuplent le monde et qui permet précisément de faire ces passages. Et ça, on le sent clairement dans les images de Javier, non? D'accord. Et bon, là, je commence la ronde de questions avec une question à moi. Je profite. Donc, dans les tons, comme vous avez pu voir, c'était quelque chose qu'on a vraiment beaucoup réfléchi dans la vidéo. Je pense que toi aussi, dans ta conception de l'espace, des différentes thématiques. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses par rapport au ton aussi que Javier il prend pour aller vers l'autre, et passer du temps, justement avec eux, partager, respecter. Et qu'est-ce que tu penses actuellement de la fragilité du temps dans l'immédiateté, dans les visuels, dans les réseaux sociaux, l'informatique, l'image, non, qu'on est tous avec une caméra et la différence avec la photo de Javier. Et justement, je voulais finir avec cette photo de Maria Wright qui prend son temps dans une chaise à voir le paysage. Bon, ça c'est une autre question philosophique, hein, très, très complexe et très longue, mais on sait bien, on les vit tous les jours, on les voit, on vit dans un monde, comme on dit, d'accélérationnisme. Non, et tous les rapports humains, les rapports de production, les rapports de consommation, les rapports sociaux, de communication, d'information s'accélèrent. L'autre jour, moi, je réfléchissais et je me disais, il y a 20 ans, on faisait une exposition sans s'envoyer 300 mails par semaine. Ou on faisait une publication, peu importe quoi. On produisait un événement sans avoir 3000 mails et 3000 appels téléphoniques. Et on faisait des expositions magnifiques, on faisait des publications, des livres magnifiques. Tout c'était pareil. Tout était identique. Mais notre rapport au temps, c'était
complètement différent. C'était un autre rapport au temps. Mais quand même, on produisait ce qu'on devait produire. Non? Donc, il y a une apparence d'efficacité dans cette accélération des rapports sociaux, mais que finalement, c'est une production d'inefficacité et une production d'automatisme dans les sujets. Mais bon, là, on va dans des sujets philosophiques différents. Mais ce qui est intéressant dans le travail de Javier, c'est que lui, c'est comme si de certaines manières, et là, je suis en train d'interpréter complètement, le temps n'était passé par lui en tant que photographe. C'est-à-dire, il a commencé à photographier d'une manière dans les années 70, et la dernière série qu'on voit de 2024, dans le Muranka, qui est dans l'exposition, elle est photographiée de la même manière, avec le même tempo, avec le même rythme, avec les mêmes appareils ou les mêmes types d'appareils photographiques argentiques, soit la chambre, soit les moyens formats, avec le même respect pour les médiums, avec le même respect pour les sujets photographiés, avec le même respect, amour, je dirais presque empathique au moment du développement de l'image dans son laboratoire chez lui que vous avez vu dans la vidéo. Donc, cette temporalité de la culture, de la civilisation accélérée par les médias, les réseaux sociaux, la technologie, l'intelligence artificielle, qui n'est pas quelque chose externe, parce que ça nous produit en tant que sujet. Non? Moi, je me retrouve moi-même, parce que je ne suis pas extérieur à ça, à devenir un sujet complètement pris dans cet accélérationnisme. Donc, je me retrouve dans les métros en train d'envoyer 5 mails en utilisant l'intelligence artificielle qui enregistre ma voix et envoie les mails en même temps, etc. Mais il y a certaines personnes qui résistent. Et je pense que Javier, je ne sais pas si de façon consciente, on va lui demander après, il a résisté. Et son travail, c'est une forme de résistance parce qu'il nous invite, au moment d'être dans l'exposition, à rentrer aussi dans cette temporalité du voyage de Maria Reich. Non? Et j'ai fini avec une chose, cette question, parce que la question de l'accélérationnisme vient avec une question de connexion avec la réalité, avec ces mots-là. Et on parle beaucoup, certains sociologues parlent beaucoup de comment cet accélérationnisme vient avec une idée de rapport instrumental à la réalité. On accélère les choses parce qu'on a besoin, on veut, on a envie, ou le système nous dit qu'il faut contrôler les choses, il faut produire plus, il faut maîtriser tout. Non? Et par contre, cette vision plus d'une temporalité lente, d'une temporalité autre, on va dire, va avec un rapport de résonance avec le monde. Et là, je reprends un concept de Arnoud Rosa, qui est un sociologue allemand très, très intéressant. Et la résonance, c'est un rapport au monde où on ne cherche pas dominer, contrôler ce qu'on voit, les regards extractifs, contrôler les portraits de l'autre pour en profiter, mais où on cherche simplement résonner, comme quand on touche une guitare ou un cajon péruano, où il y a une résonance qui nous touche. Et donc la résonance, on peut la trouver là pendant qu'on parle, on peut la trouver en regardant la fenêtre dans le bus, ou on peut la trouver en parlant avec quelqu'un dans la rue. Non? Mais pour avoir une résonance, il faut vivre dans les moments et laisser que le temps nous touche. Et je pense que ça, on le trouve dans le travail de Javier. Et c'est ça un peu la chose qui fait l'expérience de l'exposition, une expérience, je dirais, magique, entre guillemets. Merci beaucoup, Alejandro. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette magnifique conversation. C'était très éclairant, très, très beau, très poétique. Et c'est difficile de parler de la photo en plus, n'est-ce pas? De l'image. Et est-ce que on aurait des questions? Merci Marissa, merci Alejandro pour cette présentation passionnante de l'exposition, du travail de Javier. En fait, moi j'avais une question vraiment sur le rapport que finalement Javier a à la peinture. Est-ce que tu as à un moment resitué Javier qui pourrait être dans un travail métaphotographique. On voit évidemment dans l'exposition des murs peints de couleur sable qui évoquent les seuils. On voit aussi évidemment toutes ces toiles, ces fonds, ces premiers plans, toiles peintes, toiles vierges. Est-ce que pour toi, dans ton
ta connaissance de l'histoire à la fois de la photographie et de l'image, est-ce que tu qualifierais cette photographie comme une photographie à dimension picturale? Ça, c'est une question complexe aussi, mais pas tant du côté de la philosophie, mais de l'histoire de l'art, que c'est quelque chose qui m'échappe. Mais je pourrais dire rapidement qu'il y a deux ou trois choses peut-être. La première, c'est que en effet, une des distinctions que traditionnellement on fait entre la peinture et la photographie est liée à la profondeur. Non? Dans la peinture, il y a la profondeur dans les, comme on dit, dans les traits, dans l'épaisseur de la matière picturale. Et la photographie a été toujours qualifiée comme une image lisse, comme une image froide, comme une image sans profondeur, sans verso, non, sans au-delà. Non. Et peut-être dans le travail de Javier, soit par la façon dont il travaille les noirs et blancs, qui donne en profondeur à ces images, soit par les dimensions énigmatiques, étranges de ces personnages. Je pense qu'il y a quelque chose de cette profondeur. Non? Bien sûr, d'un point de vue plus figuratif, plus évident, la relation avec les toiles derrière, ça nous invite à nous plonger dans un univers où la peinture et la photographie au XIXe siècle étaient très, très encore liées. Non? Un deuxième élément peut-être qui peut être intéressant là, c'est la distinction qu'on fait, on va dire qu'on donnait en école d'art. On dit que l'acte essentiel de la photographie, c'est le cadrage de la réalité, et l'acte essentiel de la peinture, c'est la composition. Les cadrages, on fait comme ça, et on cadre en photo la réalité, on prend une photo, et le photographe doit savoir quoi cadrer, de quel point de vue, de quelle perspective pour avoir l'image. Non? Mais quand on cadre, on prend un morceau de réalité direct, avec ses limites de la photo, dans l'intérieur de notre image, et l'image, ce qu'on voit dans la photo, s'imprime, parce que ça c'est la nature d'empreinte indicielle de la photographie, directement dans l'image de façon complète. La peinture, par contre, on sait bien, c'est un art qui se déroule dans le temps. Même si on fait une trace rapide, ou si on fait pendant 1 an ou 2 ans un tableau, on doit composer l'image. Donc on ajoute le soleil, après l'arbre, après la petite maison, après l'enfant qui joue et les oiseaux. Donc il y a une temporalité dans la construction de l'image picturale qui n'est pas présente dans la peinture. Mais si on pense que le travail de Javier a de certaines façons une temporalité propre, comme on parlait, il y a aussi, même si ce n'est pas exactement des mises en scène, parce que ce n'est pas une chose contrôlée, maîtrisée, mais c'est plutôt un partage, mais il y a une sorte de jeu de théâtralisation de la réalité, mais qui ne vient pas de l'extérieur, de lui comme photographe qui impose cette théâtralisation au monde, mais qui vient de la façon dont il appartient déjà à ces carnavals, à ces festivités où le monde est théâtralisé déjà dans la rue. Et on pourrait dire que lui, il ne cadre pas seulement la réalité, mais la compose. Non? Mais bon, là, j'essaie de trouver des réponses à ta question. Oui, pour continuer par ce que vous avez parlé par rapport à la relation entre la photo et puis l'abstrait. Et pour continuer, c'est que tout à l'heure on a entendu, c'est que pour moi, la photographie et la peinture, on voit dans les travaux de Javier qu'il y a un côté, disons, on est happé avant tout par ces photos. On rentre dans les photos. Et c'est-à-dire que ça me rappelle un peu l'impression que j'ai lorsque je suis devant une toile d'un expressionnisme abstrait comme Rothko, par exemple. On est invité à rentrer dans la photo. Même si Rothko, c'est de l'abstrait. Oui. Ici, on parle du réalisme, n'est-ce pas? C'est du figuratif. Et donc, c'est là où je trouve un parallèle qui me frappe énormément. Là, par exemple, il y a des photos là où il y a en bas, au sous-sol, il y a tout un mur avec Ollantaytambo et Paracas. Et je vois donc qu'il y a un Apu en Ollantaytambo. L'Apu, c'est la montagne sacrée, où on voit bien que la montagne majestueuse, en fait, et attire le végétal. Le minéral attire le végétal
Et même, ce qui est extraordinaire, c'est dans cette photo, dans cette séquence, c'est qu'on voit bien qu'il y a comme une force qui est le vent, en fait, qui attire les arbres, en fait, vers l'au-delà. Et au-delà, on voit justement la matière grise du ciel qui attend. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est très fort, comme également les paysages monolithes. On dirait vraiment, lorsqu'on voit les monolithes de Ollantaytambo, c'est comme si on voyait, je ne sais pas, dans le Odyssée de l'espace, où lorsqu'il y a les monolithes qui arrivent à un moment donné, ça, on voit vraiment, c'est la première fois que je vois ces monolithes de cette façon photographiés, parce qu'on a l'habitude de voir Ollantaytambo 1000 fois, on les a vus, mais là c'est quelque chose qui, et je crois que c'est l'art justement de pouvoir travailler la couleur, le gris, le noir, qui fait qu'il y a des nuances, des matices. En Paracas, il y a j'avais noté, ça s'appelle las piedras, el musgo. Ah oui, donc c'est les paysages de Marte, on dirait les paysages interrompidos. On dirait vraiment des paysages de Mars. On est justement, donc, il a donc Javier a, disons, le don de pouvoir nous transporter. Comme par exemple dans l'autre mur, là où il y a les Machu Picchu, également. Lorsqu'on voit comment dialoguent les gris avec le noir et le musgo, qui est donc les lichens qui est sur les pierres. C'est extraordinaire, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Pour finir, je serai bref. C'est qu'il y a également, il y a quelque chose qui est génial, c'est justement dans les festivités. Dans les festivités, on voit bien que, d'une façon, il nous transporte dans d'autres civilisations également. Par exemple, lorsque vous êtes en Inde, dans les Ramayana ou dans les Mahabharata, là où il y a toute cette festivité avec des couleurs, bon, et avec des images, il nous transporte également. Donc, c'est quelque chose que je pourrais dire universel. Désolé d'être un peu long. Merci beaucoup pour les commentaires, parce que c'est très précis l'analyse de l'image. Merci, c'est super intéressant. Merci vraiment. Toi, en tant que commissaire, qu'est-ce que tu aimerais que nous, en tant que la communauté, en général, tous les Péruviens et toutes les Péruviennes qui viennent à l'expo, qu'est-ce que tu aimerais que nous, on prenne de l'expo, qu'on amène chez nous, qui reste en nous, qui nous inspire, etc., en étant des Péruviens qui habitent à Paris aujourd'hui? Merci. C'est une bonne question aussi. On parlait avant de la profondeur de l'image et comment il y a dans les images de Javier une profondeur qui nous permet, comme disait le monsieur avant, de rentrer dans l'image. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça finalement? C'est une sorte de métaphore. Quand on parle des images comme seuil, comme passage, ça peut sonner un peu rhétorique de certaines manières. Mais qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans l'image? Pour moi, ça veut dire habiter l'image. Et je vais à ta question. Mais qu'est-ce que ça veut dire habiter l'image? En réalité, pour moi, ça veut dire que l'image habite en nous. C'est pas nous. Quand nous, on rentre dans l'image, en réalité, c'est que l'image est rentrée en nous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on part avec ces images qui vont pousser à l'intérieur de nous, qui vont activer l'imagination, qui vont activer la mémoire, qui vont activer la nostalgie, qui vont activer des souvenirs, qui vont activer X, Y, Z en fonction de la singularité de chaque personne qui regarde les images. Donc moi, personnellement, honnêtement, je ne pense pas, je ne crois pas que dans un travail comme le travail de Javier, on va partir avec un message, avec une information particulière, même pas avec une connaissance sur les festivités, sur les rituels, parce qu'il n'y a aucune information vraiment, il n'y a aucun développement documentaire qui nous invite à comprendre telle festivité ou telle région du Pérou ou telle façon de faire monde d'une culture. En réalité, si on voit son travail de ce point de vue, à travers ces prismes-là, de l'information, de la narration, du message, il n'y a pas beaucoup de valeur de ce point de vue. Et donc, pour moi, qu'est-ce qu'on va partir avec nous en tant que Péruviens en particulier? C'est une expérience de pensée
une expérience intérieure, presque comme dirait Georges Bataille, une expérience intérieure en rapport à ce que ces images nous font penser à chacun, à chacune en particulier. Non? Et donc, pour finir l'idée, si toi, en tant que péruvienne, tu regardes une image, soit de l'Amazonie, de la côte, un paysage, et tu pars, par exemple, moi, je vais rester jusqu'à la fin de ma vie avec cette image, que c'est mon image préférée. Donc, cette image va activer en moi certaines choses. Quand je suis allé avoir les lignes de Nazca quand j'étais enfant, ça fait 30 ans que j'y vais pas, mais j'ai allé beaucoup avec ma mère, avec mes frères à Paracas, Ica, Nazca. Et donc, cette image, pour moi, ça me place dans un lieu. Peut-être à toi, ça sera une autre image qui te fait souvenir certaines festivités, ou te fait vivre ailleurs, te fait te transformer ailleurs. Et c'est ça. Et si c'est ça, pour moi, c'est déjà beaucoup. Parce que ce qui se passe généralement dans une exposition, et nous, en tant que commissaires, chercheurs, il faut l'avouer, quand on voit dans une exposition, la plupart du temps, on passe. Non? On passe en surface et on va prendre un verre de vin, et voilà, et c'est tout. Hein. Combien de temps on reste face à une image? Je ne sais pas, il y a une statistique, c'est 9 secondes, 6 secondes, 6-7 secondes. Et parfois, on se souvient d'un point de vue intellectuel, non? Mais comment l'image nous fait penser, ou nous fait... parce que finalement, il y a un processus de subjectivation, c'est-à-dire quand l'image, elle habite en nous, il y a quelque chose en nous qui change, qui peut être très, 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 très petite. Mais c'est là que l'art a une efficacité, ou ce qu'on appelle une performativité, une vraie capacité d'agir dans les spectateurs. Non? Et donc, pour finir l'idée, si je suis un Français, imagine-toi, qui regarde cette exposition, je ne vais pas avoir ces connexions que toi, au moins en tant que Péruvien, on va avoir. Mais les images vont pousser aussi, vont donner des fleurs à l'intérieur de ces Français ou de cette Française, mais des fleurs complètement différentes. Et c'est cool aussi, c'est bien aussi, parce que c'est une autre vie des images qui continue dans l'intérieur de cette personne ou de cette autre personne. Moi, je voulais faire une petite dernière question justement par rapport à cette image de Maria Reich. J'ai l'impression que c'est presque l'alter ego de Javier, quelque part. Non, c'est un autoportrait. Oui. C'est elle devant ce temps infini qu'elle a passé à déchiffrer ses lignes avec ce temps et cette espèce de côté presque comme si elle disparaissait dans le désert, tellement elle est décolorée à la fin, son corps, ses cheveux. Et le jeu avec la chaise, avec cet humour de la chaise, c'est vrai que cette image, elle est merveilleuse. Mais là, si je peux ajouter, Grecia, c'est un autoportrait, pour moi, je suis d'accord, c'est de Javier, mais de nous aussi. Parce que nous, en tant que spectateurs, quand on regarde cette image, nous, on est dans la chaise. C'est nous qui c'est moi, en tout cas, je l'interprète comme ça, je l'expérimente. C'est ça l'universalité pour pas seulement les Péruviens, sinon que les Français aussi, ils peuvent sentir ça. Oui. Et après, chacun ajoute sa psychobiographie, sa culture, son histoire personnelle, dans cet aller-retour ouvert entre image et compréhension, ou interprétation. Ouais. Un portrait de dos en plus, on ne voit pas son visage, c'est incroyable. Bon, mais merci à tous, merci pour votre attention, pour cette superbe séance de l'œil pense. Merci beaucoup. Javier, il va dire quelques mots. En primer lugar, gracias a todos ustedes por venir. Ya habrán entendido todos lo que significa un curador. Es un hombre que estudia a fondo el trabajo del artista y si es un buen curador, pues como lo es acá el señor, es muy grato. Yo no he entendido una sola palabra de lo que he hablado hasta ahora. Y Marisa, por supuesto, que ha sido mi apoyo incondicional junto con Matías. Y pues en todos estos días que he estado acá no he hecho algo fundamental y que es agradecer. Y yo quiero agradecer a la Maison de l'Amérique latine, que ha sido como, me ha recibido como si estuviera en mi casa, me he sentido muy bien. Acá trabajan personajes extraordinarios y nada, no tengo más que agradecimiento. Y además tenemos una bella mansión, ¿no?
Y nos ha tocado los días soleados, o sea que esto es impresionante. Tengo que agradecer al embajador del Perú, Stephen Paz, y a Rolando Ruiz Rosas, que fue, digamos, creo que el gestor principal para que esto se dé. Lo cambiaron de lugar en el último momento, pero él ha sido, digamos, el más importante. Bueno, y a poner al curador Alejandro Ruiz Rosas. León. Luis Cano, perdón, nada, me quedaba darle un beso, pero ya se lo daré después. Muchas gracias. Hay un cineasta, fotógrafo, se llama Marco Garro, un peruano, un director de cine, que ha hecho este video que me parece bastante estupendo. Es muy natural, sencillo, es mi vida. Y era un poco como presentarme ante ustedes. Lo hizo muy bien y le agradezco mucho. Al editor Philippe Fauvernier, ¿no? Sí. ¿No? Que él es el editor del libro. Que está por allá. Que han hecho un trabajo extraordinario. A la Galería Ginic, sin cuyo apoyo esto no hubiera sido posible, han sido los impulsores, los generadores. A Ana Huso, que sin ella tampoco existiría esta muestra. Yo no te conocía, pero me ha parecido fantástico verte. Linda, he escuchado mucho de ti por el tema peruano. Sí. Pero de verdad, muchas gracias. De verdad estoy feliz en París. Ojalá que pueda volver pronto y hacer otra muestra. Mil gracias, muchas gracias.